Irlande du Nord, Bobby Sands dans le coma. Campagne électorale, rassemblement populaire pour Giscard, réunion d'experts pour Mitterrand. Le tiercé à Longchamp, le 5, le 2, le 4. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Bison futé vous avez prévenu, entre jeudi après-midi et vendredi matin, rien que dans la région parisienne, 950 000 citadins sont partis. Et en province, dans les grandes villes, l'appel du grand week-end du 1er mai à la campagne a été également le plus fort. Mais si pour les départs, le grand rush s'est un tout petit peu étalé dans le temps, il n'en est pas de même pour les retours aujourd'hui. Les spécialistes de la circulation avaient prévu de gros embouteillages entre 16h et jusqu'à 22h. J'ai l'impression que les automobilistes n'ont pas suivi les conseils. Beaucoup d'entre eux sont actuellement bloqués sur les grands axes routiers à proximité des villes. D'autant plus que pour ces retours du 1er mai, le ciel n'a pas été extrêmement clément. La pluie est tombée et dans certains secteurs, c'est même la neige qui a fait son apparition aujourd'hui dans les régions où on ne l'attendait pas d'ailleurs. C'est le cas des Deux-Sèvres, où il est tombé dans le secteur de Bressuire 5 à 6 cm de neige cette nuit. Alors pas de quoi skier tout de même, et les flocons sont très rapidement fondus, mais il n'avait pas neigé dans les Deux-Sèvres à cette époque de l'année depuis 1952. Cela fait tout de même près de 30 ans. Cette nuit également, un coup de vent a semé la panique entre Lorient et Noirmoutier. Un autre coup de vent, je vous le dis tout de suite, est d'ailleurs annoncé pour ce début de soirée. Hier soir, une dizaine d'adeptes de la planche à voile ont été récupérés de justesse par hélicoptère. De jeunes amateurs, hélas, n'ont pas eu le temps d'être secourus à temps. Ils sont morts noyés. Je vous rappelle, mais faites très attention si vous faites de la voile, un nouveau coup de vent est donc annoncé sur les côtes de Bretagne, de Charente et de Vendée pour cette soirée dans les minutes ou les heures qui viennent. L'autre affaire de ce week-end, c'est ce détournement d'avion sur l'aéroport du Touquet. Finalement, tout s'est bien terminé, vous le savez maintenant. Les 118 passagers et les 5 membres de l'équipage de l'avion effectuant le trajet Dublin-Londres ont pu repartir vers l'Angleterre au début de la nuit. Le pirate de l'air, un déséquilibré semble-t-il, mais aussi un homme recherché tout de même en Australie pour fraude et escroquerie, a été arrêté par les hommes du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. Agissant sur ordre des autorités françaises, les gendarmes sont intervenus hier soir, peu après 23 heures, dans cet appareil de la compagnie aérienne irlandaise Aer Lingus. Une intervention sans bavure, en quelques secondes seulement, le GIGN s'est rendu maître de l'appareil. Les passagers et l'équipage ont pu alors descendre. Les autorités de l'aéroport avaient préparé une collation et force bouteille de champagne. Le Premier ministre irlandais a exprimé son soulagement dans un message de remerciement adressé aujourd'hui au président Giscard d'Estaing. Il y exprime en son nom personnel et au nom du peuple irlandais son soulagement au nom des personnes concernées. Je vous assure de notre gratitude, écrit M. Charles Haughey, et nous avons apprécié l'efficacité de l'action des autorités françaises qui a abouti à un succès éclatant. Voilà un bref résumé de cette journée. Le moment est venu d'ouvrir notre journal des élections présidentielles. Dans 7 jours, à cette même heure, il sera à l'heure 20h, 3 minutes et 45 secondes. Je pense que Jean-Pierre Elkabbach et Étienne Moujotte, grâce à l'opération menée conjointement par les rédactions d'Antenne 2, d'Europe numéro 1 et par la C2I Honeywell Bull, auront pu vous donner le résultat de l'élection du président de la République. Je dis je pense, car aujourd'hui, tout le monde sait que cette élection va se jouer dans un mouchoir, comme en 1974. Mais cela, c'est donc pour dimanche prochain. Aujourd'hui, les deux candidats à cette élection présidentielle, en attendant un éventuel débat télévisé mardi soir, ont poursuivi leur campagne, sur des registres d'ailleurs extrêmement différents. Pour Valéry Giscard d'Estaing, c'était à la porte de Pantin le plus important meeting du deuxième tour. Des dizaines de milliers de personnes s'étaient réunies pour une grande fête de la liberté. Et au milieu de cette foule, les reporters d'Antenne 2, Patricia Charnelet, Paul Amar, Jacques Aubertin et Jean Ray étaient sur place. Nous les retrouvons. La fête a commencé à 11h ce matin. Pour ce grand rassemblement populaire, des milliers de personnes sont venues par train et par car de toutes les régions de France et aussi de Paris. Des concerts, des films, des animations, avec notamment la projection du face-à-face de 1974 entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand, les ont fait patienter 6 heures avant l'arrivée de leurs candidats. Près de 1000 personnalités du monde politique, culturel et artistique étaient venues également lui apporter leur soutien. Une foule de 120 000 personnes au milieu d'après-midi qui assistait sous cette grande halle de la porte de Pantin au plus grand meeting de la campagne de Valéry Giscard d'Estaing. Une foule qu'il aime, il l'a répété à plusieurs reprises au cours de ses réunions publiques. Il y retrouve la spontanéité, l'enthousiasme et la simplicité.
C'est donc dans cette ambiance très chaleureuse qu'Alain Delon allait lire un texte de Victor Hugo, un éloge du suffrage universel et du droit de vote, bien symbolique à une semaine du deuxième tour de l'élection. Il y a un jour dans l'année où le plus imperceptible citoyen participe à la vie immense du pays tout entier, où la plus étroite poitrine se dilate à l'air vaste des affaires publiques, un jour où le plus faible sent en lui la grandeur de la souveraineté nationale, où le plus humble sent en lui l'âme de la patrie. Et ce poème sur la liberté de Victor Hugo va servir de préambule au discours de Valéry Giscard d'Estaing. Un véritable discours-programme de 50 minutes qui a permis aux candidats de proposer aux Français un choix de société. Il y a d'un côté, a-t-il dit, la France du déclin et de l'autre, la France de l'espoir. Il y a d'un côté, a-t-il ajouté, la dissolution de l'Assemblée nationale, la fin de la retraite des cadres, le retour au contrôle, l'augmentation des impôts et de l'autre, la stabilité, la diminution des charges et des taxes, la libération des prix. Voilà, à son avis, l'enjeu de cette élection, un enjeu qu'il a résumé en 4 mots. Davantage d'État, moins d'État. C'est en 4 mots le centre du débat. Davantage d'État ou moins d'État, cela veut dire plus ou moins d'intervention, plus ou moins de bureaucratie, plus ou moins de contrôle. Et cela entraîne inévitablement plus ou moins d'impôts, plus ou moins de cotisations sociales, plus ou moins de liberté pour ceux qui travaillent et pour ceux qui produisent, plus ou moins de responsabilité pour les individus. Mon adversaire vous propose davantage d'État et je vous propose moins d'État. Ce vœu, Jacques Chirac l'avait souvent exprimé avant le premier tour. Ce n'est donc pas un hasard si Valéry Giscard d'Estaing a employé ce soir les mêmes mots. Le président sortant a voulu montrer aux gaullistes qu'il entendait tirer les enseignements du premier tour. Je tiendrai compte, a-t-il promis, des aspirations exprimées par toutes les familles de la majorité. Mais il a tenu également à mettre en garde les gaullistes contre les risques, à ses yeux, de l'élection de François Mitterrand. Dans cette élection, je suis le seul à pouvoir maintenir l'héritage institutionnel du général de Gaulle. Je suis le seul, et non son adversaire du premier jour, qui n'a pas cessé de le combattre en 1958, en 1965 et en mai 1968. Je vous demande de vous en souvenir. Oui, Jacques Chirac a eu raison de défendre les idées de liberté. De responsabilité et de lutte contre la bureaucratisation rampante. Oui, les candidats de la majorité ont eu raison de souhaiter une France forte et active. Après avoir gagné ensemble, il faudra s'engager ensemble pour y faire face. Et Valéry Giscard d'Estaing a conclu son discours par un nouvel appel à l'unité et au rassemblement de toute la majorité. Pour François Mitterrand, cette journée de dimanche était consacrée tout entière aux problèmes économiques. Pas de foule, pas de grand meeting, mais une réunion à Paris autour du candidat socialiste, des économistes, mais des politiques aussi. Et pour la première fois depuis bien longtemps,
Monsieur Pierre Mendès France était à la tribune, c'est Jacques Merlino et Daniel Maillot qui, pour Antenne 2 et pour ce journal, ont suivi cette réunion de Monsieur Mitterrand. Les quelques 200 experts réunis cet après-midi sous la présidence de Pierre Mendès France, entourés de Jacques Attali et Jacques Delors, ont d'abord fait un bilan de la situation économique actuelle. Ils ont notamment souligné le danger de la baisse des investissements qui représente, selon eux, un manque de préparation de l'avenir. Ils ont ensuite procédé à un examen critique des propositions avancées par Valéry Giscard d'Estaing. Selon eux, la poursuite de la politique actuelle se traduirait, à la fin du prochain septennat, par un chômage de près de 3 millions de personnes et par un taux de croissance de 1% seulement. Sur la base de cette analyse, Pierre Mendès France, que François Mitterrand venait de rejoindre, a repris la fameuse parabole du maçon qui construit une maison. Un candidat, qui n'est pas François Mitterrand, a dit qu'ayant construit les fondations, il était habilité à construire les autres étages. Eh bien, tout à l'heure, au cours de son intervention, notre ami Delors a dit à juste titre que les fondations ne sont pas bonnes, qu'elles sont au contraire de nature à nous donner des soucis et même à certains égards des préoccupations graves, et que par conséquent, ce n'est pas à partir de ces fondations-là que nous voulons construire. Soit dit en passant, n'oublions pas que la société française figure aujourd'hui parmi les grands pays développés, et l'économie française figure aujourd'hui parmi les plus inégalitaires, les plus injustes. En fait, nous savons que s'il y a des inégalités et des injustices, elles ont été aggravées au cours des dernières années. Dans une courte déclaration, François Mitterrand a ensuite rappelé que, selon lui, l'économie n'était pas seulement des chiffres, mais aussi une affaire de volonté. Je sais que c'est en rassemblant toutes les énergies, tous les savoir-faire, et en particulier les forces du travail et de la jeunesse, que l'on sortira notre pays de la crise. Plus nous serons nombreux, et mieux nous y parviendrons. Mais en appeler à la peur, l'organiser, parler de valse avec la mort, de Pologne de l'Occident, c'est perdre le sens commun. Comme c'est perdre le sens commun que de n'avoir plus pour recours que les menaces sur la bourse. Bref, en appeler à la peur, c'est proprement battre en retraite. Comment voudriez-vous que la confiance renaisse avec ceux qui ont tout raté? Comment les travailleurs et leurs syndicats pourraient-ils avoir confiance dans un pouvoir qui les ignore, qui les a traités avec indifférence, voire avec mépris? Comment un chef d'entreprise pourrait-il faire confiance à une politique économique déterminée par une dizaine de groupes très puissants qui dictent leurs lois à tous les autres? Dans les prises de position en faveur de l'un ou l'autre des candidats, deux grands noms aujourd'hui. Dans le journal du dimanche, Michel Rocard et Simone Veil ont en effet expliqué leur attitude. Madame Simone Veil estime qu'elle ne peut plus rester en marge du débat actuel. Il faut, estime la présidente de l'Assemblée européenne de Strasbourg, dans un choix valable pour 7 ans, que la raison l'emporte sur l'humeur. François Mitterrand, écrit Madame Veil, c'est une formidable incertitude qui nous est proposée. C'est un chèque en blanc dont le montant pourrait aller jusqu'à un changement de société. Sur la même page du journal du dimanche, Michel Rocard, lui, évoque son éventuelle nomination comme Premier ministre. François Mitterrand ne m'en a jamais parlé, écrit Michel Rocard, quant à l'hypothèse selon laquelle je pourrais accepter une quelconque responsabilité dans la politique de M. Giscard d'Estaing. Eh bien, elle est absurde. Pour terminer ce journal des présidentielles, un rappel simplement, la campagne officielle à la télévision commencera demain soir. Notre journal vous sera donc présenté, comme tous les jours de cette semaine qui vient de s'écouler d'ailleurs, de 19h45 à 20h15. Ensuite, à partir de 20h20, vous pourrez entendre les deux candidats, messieurs Giscard d'Estaing et Mitterrand. Quant au débat de mardi soir, après-demain donc, entre M. Giscard d'Estaing et François Mitterrand, personne ne sait aujourd'hui s'il aura effectivement lieu ou non. Ce qui est sûr, c'est que VGE sera mardi soir dans un studio de télévision à 20h30.
Brune Marignan. Au siège de la campagne de M. Valéry Giscard d'Estaing, on précise que ce dernier ne pose aucune condition et que c'est à la commission de contrôle de régler le problème de l'équité du débat. Ce que veut Valéry Giscard d'Estaing, dit-on encore Brune Marignan, c'est parler directement avec François Mitterrand. Et si celui-ci veut venir avec des journalistes ou d'autres personnalités, il pourra le faire. Voilà, fin de ce journal des présidentielles. À l'étranger, l'Irlande, toujours avec l'état de santé de Bobby Sands. Selon le comité de soutien des détenus irlandais, le gréviste de la faim de la prison de Maze est dans le coma depuis les premières heures de cette journée de dimanche. Les responsables britanniques préfèrent utiliser une autre expression. Pour eux, Bobby Sands est plongé dans un sommeil profond. De sources proches du gouvernement britannique, on confirme toutefois que l'état de santé du détenu s'est sérieusement aggravé et que Bobby Sands devrait être proche de sa fin. Betty Duro est à Belfast pour Antenne 2. Au 64e jour de la grève de la faim de Bobby Sands, veillée d'armes dans les deux camps. Les Irlandais du Nord se taisent et attendent la mort de cet homme de 27 ans qui repose maintenant sur un waterbed, le corps enveloppé dans une peau de mouton, à peu près sourd et à peu près aveugle. Au secrétariat d'État pour l'Irlande du Nord, ce matin, les responsables passaient en revue les mesures mises en place pour faire face à une explosion de violence d'où qu'elle vienne. Le comité de soutien des prisonniers républicains organisait dans la journée une nouvelle manifestation à une trentaine de kilomètres de la capitale, mais les catholiques ont préféré rester chez eux. Ils attendent près de leur radio, près de leur télévision, près de leur téléphone, car Bobby peut mourir à tout moment. C'est ce que l'on entend ici comme une litanie dans une ville qui a son visage des plus mauvais jours et qui, malgré son calme, ou peut-être à cause de son calme, ne présage rien de bon. Et ce matin, le pape Jean-Paul II a invité la foule qui se pressait place Saint-Pierre à Rome, plus de 100 000 fidèles étaient là, à prier pour, disait-il, nos frères catholiques et non catholiques d'Irlande du Nord, qui vivent des heures de tension croissante susceptibles de faire éclater de nouveaux actes très graves de violence fratricide. Dans cette même homélie, le pape Jean-Paul II a par ailleurs adressé une pensée à ses compatriotes polonais à l'occasion de la fête de la Vierge règne de Pologne. En Israël, le Premier ministre Menachem Begin estime qu'aucun progrès n'a encore été enregistré dans les efforts diplomatiques faits par les Américains pour convaincre la Syrie de retirer un certain nombre de missiles Sol-Air SAM-6 du territoire libanais. En Tchécoslovaquie, une famille a réussi à franchir la frontière pour se réfugier en Europe occidentale à bord d'un avion de tourisme. L'appareil s'est posé tôt ce matin en Autriche. On ne connaît pas l'identité des fugitifs. 3 sujets demain dans notre magazine Question de temps que vous présentera Louis Berriot à la fin de la campagne électorale officielle, vers 21h à peu près. Le portrait par Pierre Serra tout d'abord d'un grand égyptologue, un Français, Jean-Philippe Lauer. Un reportage de Georges Leclerc sur la Silicon Valley, le paradis de l'ordinateur. Enfin, l'enquête de Jacques Segui en Virginie sur le scandale de la stérilisation humaine. 80 000 Américains et Américaines auraient été stérilisés au cours des dernières 50 années, mais cela aurait été fait sans leur consentement. Question de temps donc demain soir à partir de 21h à peu près sur Antenne 2. À Bourbac-le-Bas, dans le département du Bas-Rhin, l'implosion d'un téléviseur a causé hier soir à la fois une intense émotion et aussi pas mal de dégâts à l'intérieur d'une maison. Alors personne n'a été blessé, mais l'incendie qui s'est déclaré a été particulièrement difficile à éteindre. L'implosion d'un téléviseur, cela reste rare. Je vous dis tout de suite, n'oubliez pas qu'il y a tout de même en France près de 20 millions de récepteurs de télévision. Mais cela se produit tout de même de temps en temps. Les téléviseurs n'implosent plus aujourd'hui que dans les laboratoires. Le vide très poussé qui règne à l'intérieur du tube cathodique fait que celui-ci subit une pression considérable de l'ordre de 2 tonnes. Un choc, un échauffement subit, et l'ensemble de la verrerie peut s'affaisser brutalement sur elle-même avec projection violente de morceaux de verre épais de 13 mm dans toutes les directions. Aujourd'hui, heureusement, ce risque n'existe plus. Depuis 1963, la ligne de fracture du tube, c'est-à-dire le pourtour de l'écran, est enserrée dans une ceinture métallique qui supprime complètement toute possibilité d'implosion. Ce n'est qu'au 2e, voire au 3e choc, que l'écran se fend, se craquelle, sans qu'on puisse jamais arriver à le faire imploser. Ça fait plus de 15 ans que nous faisons en fabrication systématiquement des tests, que nous cherchons à provoquer l'implosion en projetant une bille d'acier sur l'écran avec une force considérable.
Et ça fait plus de 15 ans, alors que nous avons fabriqué plus de 10 millions de tubes, dans ces conditions, que nous n'avons jamais réussi à provoquer une implosion sur ces tubes autoprotégés. Nous arrivons à les casser, comme on casse un miroir, mais le phénomène d'implosion, nous n'avons jamais réussi à le provoquer. Alors, quand on Donc, les chances qui se produisent spontanément sont absolument nulles. Chaque fois qu'un poste de télévision est impliqué dans un accident, on continue pourtant de parler d'implosion, alors qu'il s'agit de toute autre chose. Le plus souvent d'un incendie provoqué par la négligence des utilisateurs et que des précautions élémentaires auraient permis d'éviter. Il ne faut pas oublier que chaque appareil est muni d'orifices de ventilation. En dessous, derrière, sur les côtés. Il ne faut surtout pas les boucher. C'est-à-dire qu'il ne faut pas glisser des journaux, des revues en dessous du téléviseur. Il ne faut pas mettre une couverture ou un châle ou un apron sur le téléviseur. Il ne faut pas le coller contre un mur. Il ne faut pas le coller contre des rideaux. En plus de ça, si on le colle contre des rideaux, non seulement on empêche la ventilation, mais s'il peut prendre, les rideaux vont le propager très rapidement. Et puis, il faut pas non plus mettre le téléviseur dans un meuble, l'encastrer dans un meuble, sauf si ce travail est fait par un professionnel qui sait quelles sont les précautions à prendre pour assurer une bonne ventilation. De fait, il reste aujourd'hui en usage environ 500 000 récepteurs noirs et blancs ne comportant pas de ceinture métallique de sécurité et donc présentant un danger. Mais il s'agit d'un danger purement théorique, car ces postes-là étaient tout de même protégés par une très épaisse plaque de verre trempée. Et puis quoi? Ils ont déjà tenu si longtemps ces postes qu'on peut désormais les considérer comme incassables. Voilà, un risque qui n'existe plus donc, sauf quand il y a des exceptions. Je ne reviendrai pas sur les événements sportifs de ce week-end. Robert Chapat et l'équipe des sports d'Antenne 2 vous ont tout dit juste avant ce journal. À Longchamp, en revanche, les turfistes ont suivi cet après-midi avec beaucoup d'intérêt une très intéressante d'ailleurs réunion hippique. Alors il y avait le tiercé d'un côté, mais il y avait aussi deux autres courses. La poule d'essai des pouliches qui a vu la victoire d'Ukraine Girl et le prix Gannet qui a été remporté par Argument. Quant au tiercé, eh bien c'est Pierrette Bresse qui l'a suivi jumelle en main de bout en bout. Le tiercé à Longchamp. Dans le dernier tournant, Lord Jack est en tête du peloton monté par Serge Gorly qui fait ici une belle course d'attente en avant. Agmado et San Renato sont dans son sillage, Talouane vient à la corde devant Mister Mustard et Marson. En bas de la descente, Lord Jack est rejoint par San Renato avec Talouane et Thomas. À tout vent vient très vite à l'extérieur. Pour attaquer la ligne droite, Lord Jack est toujours devant San Renato, Talouane, Agmado et à tout vent. Au lieu dit le pavillon, Lord Jack accélère l'allure et prend encore quelques longueurs d'avance à ses adversaires. Mais regardez bien tout à l'extérieur, Multicolore. La casaque violette, manche rostock violette, qui était en queue de peloton, fait une remontée spectaculaire. Multicolore est un cheval difficile à monter, il tire énormément. Et Yves Saint-Martin, qui n'y croyait pas avant la course, réussit tout de même à l'utiliser au mieux de ses intérêts et viendra prendre la deuxième place. Premier, Lord Jack, deuxième, Multicolore et troisième, San Renato. Tiercé 5-2-4 qui rapporte dans l'ordre pour 5 francs 8436 francs et dans un ordre différent toujours pour 5 francs 814 francs 50. Oui, pas très cher payé selon les spécialistes. Depuis un peu plus d'une semaine, l'Opéra de Lyon présente la tétralogie de Wagner, cette série de 4 opéras, L'Or du Rhin, La Valkyrie, Siegfried et Le Crépuscule des Dieux, que l'on appelle aussi l'Anneau du Nibelung, le fameux Ring. Un très gros effort qui est mené ainsi par l'Opéra de Lyon, un effort poursuivi depuis 2 ans en collaboration avec l'Opéra de Strasbourg, l'Opéra du Rhin. Hervé Claude et Dan Loustalot ont vu L'Or du Rhin, le premier des 4 opéras de cette tétralogie de Richard Wagner. Le fameux Ring de Wagner est rarement monté dans sa continuité. 4 opéras, c'est beaucoup. C'est donc un effort remarquable pour l'Opéra de Lyon, car les amateurs pourront ainsi voir en alternance L'Or du Rhin, La Valkyrie, Siegfried et Le Crépuscule des Dieux. Cela témoigne du renouveau incontestable du lyrisme en province, d'autant que l'effort a été mené cette fois par 2 opéras en collaboration, Strasbourg et Lyon, pour des raisons évidentes. Pour des raisons de fortune, comme l'on dit, parce qu'il est plus aisé de supporter les frais de production, décors et costumes à 2 théâtres, de se les partager, les frais aussi investis de mise en scène,
des décorateurs, enfin tout ce qui a fait une production, de les supporter à deux plutôt que de les supporter seuls. La tétralogie, le ring, c'est d'abord une très longue histoire inspirée de la mythologie nordique, où se croisent avant de s'entretuer des dieux, des géants, des nains, sans compter quelques valkyries et plusieurs dragons. Avec L'Or du Rhin, qui est le prologue aux trois autres opéras, on découvre la collection des dieux, les lieux fantastiques et quelques péripéties plus féeriques les unes que les autres. Pour pénétrer dans cet univers, la mise en scène est capitale, car l'opéra n'est plus réservé aux seuls initiés, le lyrique se démocratise et donc Wagner doit être compris par tous. C'est dans ce sens qu'a travaillé Nicolas Joël, un jeune metteur en scène de 28 ans, autrefois assistant de Ponel et Chéreau et qui vole maintenant de ses propres ailes. C'est à lui que Lyon et Strasbourg ont confié la réalisation de ces 4 opéras.